Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule sur la programmation avec Python. Donc aujourd'hui, on va parler des fonctions, un élément très important en programmation qui permet de rendre votre code beaucoup plus concis et beaucoup plus simple. Voilà. Donc vous les avez déjà vus en mathématiques, les fonctions. C'est un élément qui peut prendre un argument de valeur et qui retourne une autre valeur en sortie en faisant plusieurs calculs. Donc ici, on a une fonction rationnelle. Il y a des fonctions même plus simples, comme les fonctions affines, sont beaucoup plus simples à calculer, et même des fonctions à plusieurs variables. Donc, ils vont prendre plusieurs arguments et retourner une seule valeur en sortie. Donc, c'est un peu le même principe en Python. Vous allez comprendre qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des éléments en argument et on ne retourne pas nécessairement non plus des valeurs. On va regarder ça. La syntaxe d'une fonction est légèrement différente, vous l'aurez compris. On va parler de ce qu'on appelle un bloc d'énoncé. Voilà, donc d'abord, une fonction est définie par le terme def, def directement, suivi de son nom, et ensuite c'est comme en mathématiques, des parenthèses et les arguments séparés par des virgules. Contrairement en mathématiques, les arguments sont totalement facultatifs en Python, donc si vous demandez à quelqu'un de faire une action, vous n'avez pas besoin de lui donner d'arguments, donc d'indications supplémentaires, l'action sera faite tout simplement. Et ensuite, on met 2 points. Donc là, les 2 points, c'est la première fois qu'on les voit apparaître en syntaxe de Python. C'est donc à ouvrir un champ d'énoncé, un bloc d'énoncé ici. Voilà. Donc ensuite, c'est l'indentation qui est importante, qui sont retourne sur la syntaxe de base en Python. L'indentation, c'est ce qui fait qu'un code est structuré. Donc l'intérieur de la fonction, séparé par 4 espaces. Tout ce qui est indenté est construit comme à l'intérieur d'une fonction. Donc le bloc d'énoncé ça peut être n'importe quoi, une autre fonction, des valeurs, des arguments, peu importe, des énoncés conditionnels, des boucles, vous allez voir ça tout plus tard. Et finalement, ça se termine par un return ou pas. Okay? Donc il peut avoir un return dans une fonction ou pas. Le return retourne par défaut none s'il n'est pas présent. Et sinon, vous pouvez demander, vous pouvez préciser ce que vous voulez que ça retourne. Donc, on va voir des exemples. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le return stoppe complètement l'exécution de la fonction visée. Okay, donc tout ce que vous avez placé qui suivant un return lu, et bien automatiquement ça ne sera pas lu. Okay? Donc le return marque la fin d'une fonction ou du moins d'un énoncé. On va voir quelques petits exemples. Si je définis une fonction sans argument, donc une fonction qui va simplement exécuter quelque chose, par exemple, dans ce cas-ci, c'est print bonjour. On remarque bien l'indentation, ce qui fait que le print est à l'intérieur de la fonction et non pas à l'extérieur. Si j'appelle ma fonction, qu'est-ce qui se passe? On affiche bonjour. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans cette exécution-là? Comment l'interpréteur a lu la fonction? C'est ainsi. Donc, tout d'abord, elle a enregistré le nom de la fonction et ensuite, elle a passé par-dessus tout ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, Python ne se casse pas la tête, il ne va pas lire à l'intérieur. Si la fonction n'est jamais appelée, ben pourquoi lire ce qui est à l'intérieur? Donc, il passe automatiquement à la ligne 4, à la fin de la fonction, ou plutôt à la ligne 3, mais comme il n'y a rien, il passe à la ligne 4. La fonction est appelée. Ah, ok, donc là, on retourne à la ligne 2, on rentre à l'intérieur de la fonction et on affiche le print. On utilise le print pour afficher le mot bonjour. Et donc, en sortie, on obtient bonjour. Voilà. On aurait également pu afficher la func. Donc, comme vous voyez qu'il n'y a pas de return ici, ce que retourne la fonction func, c'est none. Donc, l'objet none, absolument rien. Et donc, c'est pourquoi, si on fait un print func, le func est appelé à l'intérieur d'abord. Donc, on affiche, comme il est dans l'exécution, il y a un print, ça affiche bonjour. Mais ensuite, il y a un print de la func. Et func retourne rien du tout. Donc, c'est l'équivalent d'avoir fait print none. Et donc, un none s'affiche. Voilà pour ça. On peut aller un peu plus loin, avancer un peu en complexité. Donc, une addition, je définis une addition qui prend deux paramètres, x et y. Vous l'avez compris, ça va être les deux chiffres que je vais vouloir additionner, ou les deux nombres, peu importe. Et qui va retourner cette fois-ci x plus y. Donc là, il n'y a pas question de print. Donc, il ne devait rien apparaître en affichage tant que moi-même, je ne mets pas de print. Donc, si je décide d'afficher ce que retourne la fonction addition ici, donc addition 2 et 3, là, ça devrait obtenir en sortie la bonne valeur. Donc, on regarde ce qui se passe. On lit tout d'abord la fonction, on l'enregistre. Ensuite, on passe au travers de tout ce qu'il y a. Donc, on ne regarde pas, pardon, on passe par-dessus. Ligne 2 et 3, on rentre pas à l'intérieur. Et ensuite, comme on voit que l'addition a été appelée, on va d'abord exécuter l'intérieur du print, ce qui est à dire addition, addition 2 et 3. Donc là, on affecte aux variables locales, donc x et y, x prend 2 et y prend 3 ici, et on retourne x plus y. Donc la valeur que prend addition 2, 3, ça va être 5. Voilà, donc ça va être x plus y directement, et donc print 5, on obtient en sortie 5.
Voilà. Maintenant, on va essayer de voir vraiment ce qui se passe pour voir une fonction imbriquée. Parce que là, on a des fonctions dans des fonctions. Plutôt une fonction dans une autre fonction. C'est vraiment juste pour comprendre la différence entre les variables locales et globales. Donc, qu'est-ce qui est pris en compte, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, je conseille vraiment de toujours bien regarder, utiliser l'exécution pas à pas. Donc, vous-même de lire ce qui se passe pour essayer de bien comprendre quelle valeur prend X ou pas. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, la sortie ici, je vous demande de vous demander quelle sera la valeur de la sortie. Est-ce que X serait égal à 1 ou 0? Okay, donc là, print X à la ligne 6. Est-ce que la valeur à la fin, ça va être 0 ou 1? Posez-vous la question et on va regarder ensemble ce qui se passe. Donc, tout d'abord, on enregistre la variable globale x égale 0. Voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, on lit la fonction 1, donc on l'enregistre. On passe par-dessus au complet. Donc, de la ligne 4 à 9 sont sautés. Il n'y a absolument rien à regarder ici. Donc, on passe à la ligne 10. Ah, on appelle la fonction 1. Donc, on retourne à l'intérieur, ligne 4. Là, on enregistre une nouvelle valeur de x. Donc là, l'ancienne valeur est écrasée et x prend maintenant la valeur de 1. Voilà. On passe par-dessus la fonction 2. Ah, une fonction, on l'enregistre et on passe par-dessus. On ne la lit pas. On est à la ligne 8. Ah, là, on l'appelle. Donc, on va retourner à l'intérieur. Print x. X prend quoi quelle valeur actuellement? 1. Donc, on va afficher 1 en sortie. Voilà. Donc, c'est les variables locales, vous l'aurez compris, qui sont toujours prioritaires sur les variables globales à l'intérieur des fonctions, dû simplement à la lecture. Voilà. Donc, si vous vous posez la question, pas besoin de vous en rappeler par cœur, faites juste lire comment ça fonctionne à peu près, et vous allez tout de suite savoir quelle valeur de x sera prioritaire. Voilà. Donc, si on regarde un peu plus en détail la portée des variables, d'abord, on a les variables globales définies dans le module, donc définies directement comme précédemment le x égale 0, donc ça c'est une variable globale. Ensuite, on a les variables locales définies dans une fonction parente, donc ça c'est une fonction, ça peut être une fonction simple ou une fonction, le parent d'une fonction imbriquée. Okay? Donc les variables locales qui sont dans les fonctions, et finalement les variables locales qui sont définies dans une fonction imbriquée. Ou les arguments de la fonction évidemment. Donc si c'est une fonction simple, c'est directement cette troisième partie qui est prioritaire sur la variable globale, mais s'il y en a plusieurs, c'est toujours les dernières variables, donc des fonctions imbriquées qui vont être prioritaires sur tous les autres. Donc, vous avez compris qu'il y a une sorte d'embriquement au complet dans les variables. Voilà. Évidemment, à l'extérieur des variables globales, il y a les variables prédéfinies dans Python. Hein. Donc, sur ces variables-là, si vous décidez d'affecter une nouvelle valeur, par exemple, à une fonction qui existe déjà, ben là, vous allez modifier son comportement parce qu'elle est prioritaire dans le module, c'est prioritaire sur les variables de Python. Voilà. Maintenant, on va voir les valeurs par défaut. Donc, les valeurs par défaut, je vous explique ce qui se passe. Donc, si on définit une fonction, par exemple, exponentielle qui prend deux variables, deux arguments, donc x et n, n par défaut, on place égal à 2. Donc, il suffit d'utiliser le égal dans la définition de la fonction, dans les arguments. Et automatiquement, vous voyez que si je retourne donc la réponse pour l'exponentielle, évidemment, si j'affiche l'exponentielle 2 et 3, et j'affiche également seulement 2, donc je mets seulement 2 en argument, bien, à la première sortie, on a modifié le comportement de n, donc on a modifié sa valeur, on lui a affecté 3, tout va bien, c'est ce qu'on veut. Mais si on ne place pas aucun argument, bien, automatiquement Python va considérer que la valeur est égale à 2. Okay? Donc ça peut être utile lorsque vous ne voulez pas nécessairement que l'utilisateur entre de valeurs et que ça crée des erreurs. Okay? Donc les valeurs par défaut sont énormément utilisées dans les fonctions, les méthodes de base par Python, notamment dans celle des listes. Hein. Donc on l'a vu hein, pour par exemple la fonction, la méthode index, la portée et le champ de recherche est défini par défaut parce qu'il n'y a pas besoin de, on ne veut pas toujours complexifier la vie des utilisateurs. Donc dans ce cas-ci, une exponentielle, généralement c'est au carré qu'on la fait. Okay? Généralement. Donc c'est pour ça que la par défaut, je l'ai mis au carré. Mais ça peut être, on peut vraiment spécifier si on veut sa valeur, mais il suffit d'ajouter l'argument. Voilà pour les valeurs par défaut. Maintenant pour les arguments nommés. Un argument nommé, en fait, ce que ça fait, c'est que vous pouvez placer dans l'ordre que vous voulez l'appel des arguments. Donc, par exemple, si j'appelle fonction ici, ben, je peux moi-même, si je précise quelle variable je vais utiliser, donc si d'abord je connais le nom des variables, y, x et z dans ce cas-ci, ben moi-même, si je ne veux pas obtenir l'ordre x, y, z, hein, ben je ne suis pas obligé de le faire. Si je l'appelle et je nomme la variable d'abord, donc y égale 2, x égale 1 et z égale 3. Donc là, j'ai précisé quelle variable est affectée à quel élément. Donc,
de cette manière, ben, l'ordre ne sera pas respecté et c'est vraiment les valeurs que moi-même j'aurais définies dans l'appel de la fonction qui vont être prioritaires sur l'ordre. Et donc en sortie, j'obtiens bien x égale 1, y égale 2, z égale 3. Donc là, vous comprendrez que la sortie, c'est simplement un affichage en utilisant le string. J'ai simplement converti ces valeurs-là en chaîne de caractères, tout simplement. On remet à passer comme d'habitude à un petit exercice juste pour synthétiser la matière. Ok, donc, créer une fonction nommée R qui accepte en argument un rayon R et qui retourne l'aire d'un cercle sous la forme d'un entier. Le rayon par défaut est de 2. Ok, donc pour faire ça, d'abord, comme on va utiliser pi, je vais importer le module math pour avoir le maximum de précision possible. Ensuite, on utilise def, définition de fonction def. La fonction doit être nommée R. En argument, ça doit prendre un R, un rayon, et une valeur par défaut égale à 2, égale 2. Voilà. 2 points et entrée. La tabulation se fait automatiquement. Et ensuite, ce qu'on va faire, bon, on va retourner, donc un return, même pas besoin de calcul, directement là dans le return, math.py. Oups, math.py comme ça. Voilà. Multiplier par le rayon, donc R, et le R devra être au carré, donc l'exponentielle c'est 2 astérisques comme ça, voilà. Donc là, on doit retourner ça sous la forme d'un entier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ça sous la forme d'un entier. Comme ça, si on utilise un rayon différent, on va l'avoir. Donc là, on peut tester. Si j'affiche l'aire, par exemple, d'un cercle de 2 de rayons, ça donne 12, donc c'est l'en entier. Et si je ne précise pas, c'est 12. Parfait, donc la valeur par défaut fonctionne très bien. Puis après, si je veux mettre une valeur que je veux, 10, 314, donc on voit que c'est pi arrondi en entier. C'est parfait, ça fonctionne très bien. Donc, voilà pour ça, je vous invite à refaire l'exercice ou à vous compliquer la vie, essayer de le faire avec un volume, cette fois-ci le volume d'un cercle, volume d'une sphère, exponentielle, créer un factoriel, bref, créer des fonctions juste pour voir si vous comprenez bien la notion de return, de print, etc. Donc là, je crois que là, ça demande d'afficher dans un retourné, c'est bon. Voilà, donc faites la différence entre le return et le print. Quand on demande d'afficher, utiliser le print. Sinon, si on demande de rien afficher, ben, c'est un return automatiquement, c'est sûr. Donc voilà pour ça. Bonne étude.